BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, il a eu lui aussi 0% d'activité, mais ça commence à aller un petit peu mieux. Frédéric Mazzella, merci d'être avec nous, président fondateur de Blablacar. Quand je dis zéro activité, est-ce que vous êtes toujours à zéro activité sur Blablacar ? Ah non, c'est déjà mieux. Mais vous êtes à 1% d'activité ? Non, on n'est pas tout à fait à zéro, mais enfin tout est mieux que la période évidemment de confinement. Ouais. À partir du moment où tout le monde était chez soi, on n'avait plus beaucoup de déplacements. Donc c'est vrai qu'on voit que là il y a un certain engouement, surtout d'ailleurs sur le covoiturage, du fait qu'on voit vite que ça limite le nombre de contacts. Et donc en fait le covoiturage a cet avantage-là. Est-ce que vous avez fait avec votre communauté, vous avez une communauté de 18 millions de personnes en France, 90 millions au total, mais est-ce que vous avez passé des consignes, c'est-à-dire il faut que ça soit sur le passager soit à l'arrière, est-ce que vous avez... Alors on permet aux conducteurs de publier effectivement une seule place s'ils le souhaitent. Voilà, après il y a les masques obligatoires comme partout, comme dans tous les transports. Voilà, et à part ça, bon, de toute manière, pour nous le grand, on va dire grand redémarrage, ça va être plutôt au niveau de l'été, puisque c'est le moment où les gens repartent véritablement se déplacer en vacances un peu loin. Oui. Enfin, un peu loin, quelques centaines de kilomètres. Oui, mais avec des mesures, enfin, des précautions sanitaires importantes quand même. Voilà, mais les directives évoluent régulièrement, donc en fait, on va voir comment ça évolue sur les semaines qui viennent. Alors, il y a Blablacar, il y avait Blablalines, on va en parler évidemment, il y a Blablabus, il y a Blablahelp, vous étiez venu nous en parler, c'était il y a quelques semaines, et là vous vous lancez aussi dans la trottinette électrique Blabla Ride. Est-ce que c'est quoi votre objectif? C'est de trouver, d'utiliser votre communauté qui est quand même très importante et de lui proposer, ou c'est que vraiment vous devenez un acteur global du transport? C'est deux choses, c'est-à-dire qu'il y a le côté, la poursuite d'une vraie stratégie globale et assez long terme qu'on a annoncé il y a assez longtemps de multimodalité, c'est-à-dire permettre plein de formes de mobilité. On a fait le covoiturage, le bus, là maintenant on fait de la micro-mobilité avec les trottinettes, donc c'est vraiment une stratégie on va dire d'acteurs de la modalité, enfin de la mobilité au sens large. Et à côté de ça, il y a aussi un modèle très innovant sur la manière avec laquelle justement on lance les trottinettes ici, puisque c'est un partenariat avec une société qui s'appelle Voy Technology, qui est très avancée dans le domaine des trottinettes électriques justement, qui est d'ailleurs le leader européen dans ce domaine. Et donc c'est une nouvelle forme pour nous de lancement d'activité, puisque d'habitude on le fait plutôt nous-mêmes, que ce soit Blablalines ou que ce soit Blablacar ou Blablabus, même ensuite avec le rachat de Ouibus. Là c'est avec un partenariat avec un acteur dont on estime qu'il est à la fois technologiquement très très bon, Voy Technology, et en même temps avec les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire qu'ils affichent une véritable volonté d'avoir la durée maximale de vie, notamment des trottinettes, ce qui est souvent reproché aux trottinettes. 24 mois, je crois. 24 mois, voilà. Des opérations 100% neutres en carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des véhicules électriques en ville pour réalimenter les trottinettes, mais aussi compensation carbone de toutes les manières possibles. Donc il y a une vraie volonté de cette jeune société Voy Technology d'être l'acteur de mobilité de demain, du futur dont on a besoin, y compris en éco-responsabilité. Et donc on a des valeurs qui se rapprochent. Et là, évidemment, on va pouvoir s'appuyer sur une communauté en France de 18 millions de personnes et peut-être ensuite à l'étranger. Alors on a déjà des Blablaride qui sont déployés dans quelques villes. Là, c'est vraiment, enfin, c'est maintenant quoi. Enfin, et c'est où, quand, notamment à Paris, mais aussi à Lyon et dans les grandes métropoles. C'est quand, c'est quoi? Paris, il y a un appel d'offres, donc là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il y aura un résultat qui sera annoncé dans quelques semaines, puisqu'il y a 3 acteurs qui vont être choisis a priori. Après, dans les autres villes. Ça sera quoi après? Donc c'est après les municipales? C'est après les municipales, c'est ça que vous voulez dire? J'ai pas la date. J'ai pas la date exacte. C'est dans quelques semaines. Mais par contre, sur les autres villes, il y a déjà des appels d'offres qui ont été faits ou des déploiements qui ont déjà été faits. Et donc là, on a les Blablaride qui commencent à être déployés. Et vous en espérez quoi? Enfin, comment en fait, c'est quoi votre plan, ce qui manque dans le paysage un petit peu, si vous voulez, quand vous voulez... Parce qu'il y en a déjà beaucoup d'acteurs, justement. Tout à fait, mais l'avantage de Blablacar, c'est le même que celui qu'on a véritablement poussé quand on a lancé Blablabus, c'est le fait d'avoir déjà des gens intéressés par du déplacement. C'est pour ça qu'en faisant Blablacar plus Blablabus, on a un avantage, puisque on a les passagers qui veulent se déplacer, qui viennent chez nous. De la même manière, on veut être un acteur centralisateur au niveau des requêtes de déplacement. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous cherchez à acheter quelque chose, vous avez quelques réflexes sur notamment une grosse place de marché que je ne vais pas citer, mais enfin qui est quand même qui prend beaucoup de place au niveau mondial. Quand vous voulez rechercher quelque chose, vous allez sur votre moteur de recherche favori. Quand vous voulez rechercher un déplacement,
et je ne parle pas de la forme du déplacement lui-même, je parle juste du déplacement en général, vous n'avez pas aujourd'hui de véritable endroit concentrateur. On veut être évidemment cet endroit concentrateur. Donc ça passe par la construction des solutions de mobilité qui n'existent pas et qu'on n'a pas, et des partenariats, enfin là un partenariat en l'occurrence, pour aller s'étendre sur justement la micro-mobilité. On n'a pas envie de réinventer la roue, sans jeu de mots, mais on a envie d'aller s'appuyer sur une vraie communauté pour faire grandir cet usage-là. Mais est-ce que ça veut dire, oui c'est ça, enfin c'est l'utilisation de votre plateforme. Votre plateforme, elle se veut maintenant multimodale. Oui. Même si aujourd'hui, il y a encore plusieurs applications. Oui, mais j'imagine que vous allez quand même travailler, vous voyez, je vous devance, pour le fait d'avoir une seule plateforme. Oui, oui, bien sûr. Alors après, suivant les usages, c'est plus ou moins pertinent d'avoir une seule application. En tout cas, c'est regroupé sous une marque ombrelle, Blabla, évidemment, qui évoque tout de suite le déplacement. Est-ce qu'on a un avantage lorsqu'on appartient, je sais pas, on utilise Blablacar, à utiliser Blabla Ride ou pas? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore sur ces offres-là. C'est possible qu'on ait ce genre d'offres. Mais en même temps, je veux dire, ça n'a rien à voir avec, c'est pas du co-trottinette. Hein. Là, on n'est pas dans le co-voiturage. Ah non. Donc c'est vraiment, c'est une utilisation, c'est presque un nouveau métier pour vous. En fait. Complètement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'associe avec un partenaire dont c'est l'expertise. Après, on reste dans les véhicules partagés, si vous voulez. Notre principe à nous, c'est du véhicule partagé, c'est-à-dire que c'est pas de la trottinette que vous achetez et que vous utilisez pour vous tout seul. C'est vraiment de la trottinette en libre service qui est partagée par tout le monde. Après, l'usage est partagé dans le temps, les utilisateurs les uns après les autres, pas forcément exactement en même temps comme on le fait dans le covoiturage, mais ça reste de la mobilité partagée, de la même manière que le bus est de la mobilité partagée. C'est notre marque de fabrique, si vous voulez. Et donc, la stratégie globale, c'est véritablement d'éviter que tout le monde presse sa voiture tout seul. C'est vraiment ça notre stratégie. Je reprends ma première question. Donc Blablacar, ça redémarre tout doucement. Blablabus. À Blablabus, on vient juste de rouvrir les réservations pour le 24 juin. Donc là encore, c'est un peu tôt pour communiquer. Sur le covoiturage, ce que je peux Mais j'imagine qu'ils sont... Non, c'est déjà plein, non, pour le 24 juin ou pas encore? Non, c'est pas encore plein, mais enfin déjà, ce qu'on a, nous, choisi, parce qu'aujourd'hui, les directives évoluent quand même jour en jour. Alors là, ça a été ouvert, hein, puisque maintenant, il n'y a plus de limitation sur la réservation du nombre de places, que ce soit en bus ou en train. Cela dit, nous, par mesure de précaution, initialement, on a ouvert et commercialisé uniquement une place sur deux dans nos bus. Ça va pouvoir évoluer, on va voir justement en fonction du remplissage qui va évoluer sur les jours qui viennent. Enfin, c'est ouvert depuis hier. Ce qu'on a voulu faire, c'est rouvrir les Blablabus pour justement favoriser la possibilité de partir en vacances aussi en Blablabus. Et donc voilà, on a rouvert avant l'été. C'est pas forcément toujours facile de rouvrir les lignes comme ça du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises sur les 3-4 dernières semaines et nous, on doit s'adapter. Gérer un réseau de bus, c'est un petit peu plus complexe et moins réactif qu'un réseau de covoiturage. Un réseau de covoiturage, ça redémarre tout de suite à partir du moment où vous avez des particuliers qui viennent proposer leur place. Est-ce que là, il y a des mesures de sécurité, c'est-à-dire que vous demandez les gens, à la limite, en prenant la température, comme ici, lorsque vous arrivez dans les studios de BFM, on vous prend votre température. Avant de monter dans le bus, on prendra votre température. Alors d'ici le 24 juin, on a encore le temps de s'adapter. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y aura du gel hydroalcoolique et puis des masques. Voilà. Et aujourd'hui, on commercialise un siège sur deux. Oui, d'accord. Et donc pour l'instant, pas de prise de température. Non, mais enfin, c'est encore une fois, en 3 semaines, l'épidémie. Il y a le temps de se passer beaucoup de choses. Oui. Est-ce que comment vous avez fait que du télétravail? Vous avez mis au chômage partiel toute l'équipe de Blabla? Non, pas du tout. C'est-à-dire que sur toute la partie technologique, donc technologie pure et puis équipe produit, on a gardé 100% des personnes mobilisées, puisqu'on continue à faire avancer notre produit, à le faire évoluer, puisqu'on veut avoir la meilleure technologie sur notre cœur de métier, qui est covoiturage, bus, principalement. Et au-delà de ça, en revanche, il y a certaines autres équipes, oui, qui ont été de facto au chômage partiel, notamment toutes les équipes qui s'occupent, on va dire, du trafic de manière générale. Quand vous n'avez plus de trafic, bon, il n'y a plus grand-chose à s'occuper, du marketing et du service client. Quand vous n'avez plus de clients qui utilisent votre plateforme, vous n'avez plus forcément besoin du service client immédiatement. Donc, c'est une partie des effectifs qui a été mise au chômage partiel. Mais une grosse partie de nos effectifs est restée mobilisée pour faire évoluer la plateforme technologique. Et est-ce que vous-même, vous êtes revenu... On était en télétravail. En télétravail, mais est-ce que maintenant vous êtes revenu au siège de Blablacar? Pas encore. Non. Quand? C'est encore en discussion. On va voir en fonction de l'évolution. Enfin, je pense qu'on est tous un petit peu quand même dans l'expectative de savoir ce qui se passe dans les quelques semaines qui viennent. Voilà. Oui, donc vous n'êtes pas sensible au message du gouvernement qu'il faut que l'activité reprenne? Ah si, on est très sensible, mais nous, c'est-à-dire au niveau du covoiturage et du bus et même des trottinettes, elle reprend. Après, au niveau de nous, de la manière avec laquelle on est organisé, on est une société digitale. Donc si vous voulez, nous, le télétravail, on en faisait déjà avant. On en a fait évidemment, pour le coup, 100% pendant la crise. On est très agile en mode télétravail. On sait se synchroniser à distance. Et en plus, vous savez, Blablacar, c'est une société qui est présente dans 22 pays. Donc on a l'habitude de synchroniser non seulement les équipes au sein d'un même pays, mais aussi au sein de tous les pays différents. Donc,
c'était ma question, parce que en fait, derrière, ce que je voulais dire, c'est que le télétravail, vous connaissez, vous vivez dans un écosystème totalement digital. Est-ce que vous allez demander à vos équipes de rester en télétravail? Est-ce que, je sais pas, vous allez réduire la voilure question bureau, vous-même vous allez rester chez vous ou pas? Quelles conséquences? Et puis surtout, comment ça se passe dans les autres pays? C'est intéressant de voir si la reprise d'activité est un peu plus forte ou pas, puisque vous êtes... clairement, dans les pays qui sont déconfinés depuis plusieurs semaines, on voit une reprise d'activité bien plus forte que le déconfinement en France qui date d'hier. Après, sur la manière avec laquelle on va s'organiser en version locaux et télétravail dans le futur, ça, c'est effectivement des sujets qui sont discutés. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui parce que ça dépend véritablement de la manière avec laquelle ça va évoluer. Si vous le bossez avec votre associé, bien sûr. Mais oui, avec Nicolas, bien sûr. Oui. Mais c'est quelque chose qui va évoluer fort probablement, mais j'ai envie de dire pas seulement chez Blablacar, la manière de travailler, l'équilibre entre les coûts des loyers et l'avantage du télétravail, les désavantages du télétravail également. Ce qu'il faut pour qu'une équipe marche, c'est aussi que les gens se connaissent très bien. Et c'est vrai que être dans les mêmes bureaux et se voir au moins quelques fois par semaine, c'est très très bon pour la cohésion d'équipe et pour l'efficacité de l'équipe dans son ensemble. Donc ça, on y croit beaucoup, on l'a toujours fait. On verra comment on le fait dans le monde d'après. Ouais. Justement, ça fera lien parce que vous êtes coprésident de France Digital, vous êtes une des figures de l'économie numérique française. Vous avez publié des propositions, 15 propositions, oui. 4 axes stratégiques pour développer, booster l'économie numérique en disant que nous sommes entrés dans une crise, je vous cite, nous sommes entrés dans une crise économique d'une ampleur historique. Est-ce qu'on n'est pas aussi... la France vient de vivre le plus grand moment de transformation numérique de son histoire. Ah ben c'est sûr. Oui. Le télétravail, oui, non, mais c'est intéressant, la pratique du télétravail... Donc vous dites qu'il faut y aller complètement. Oui, la pratique du télétravail a été multipliée par 10 pendant cette crise. Fois 10, mais évidemment, jamais eu ça dans l'histoire. Après, on a eu d'autres augmentations, alors plus ou moins tristes, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi les cyberattaques qui ont été multipliées par 4. Ah oui. Oui, voilà, donc il y a différentes choses. Le commerce en ligne qui a été multiplié par 2, donc voilà, c'était déjà bien parti, mais ça a augmenté. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'évidemment, les gagnants de cet épisode-là sont aussi des acteurs digitaux qui sont très souvent américains. Donc là, en fait, si vous voulez, cette période-là qui a mis un accent et un coup de projecteur sur le digital de manière inédite, eh bien, a aussi mis un coup d'accélérateur sur les géants du digital américain. Donc, ce que l'on constate, enfin, c'est pas un scoop, on le savait déjà, c'est qu'on a un certain retard en France qu'il faut le rattraper. Et donc, ce qu'on fait avec France Digital, c'est qu'on veut proposer des mesures pour aller de l'avant et véritablement réinvestir sur la suite. Ça veut dire quoi, réinvestir sur la suite? Ça veut dire à la fois un programme d'investissement public et un programme d'investissement privé. On a suggéré 10 milliards d'investissements publics et 10 milliards d'investissements privés, de manière à compenser à la fois ce qu'il faut pour équiper tout le pays en connexion au débit, en matériel informatique dans tous les foyers, en collectivités locales 100% digitalisées et les entreprises 100% digitalisées, et aussi flécher une partie de l'argent de ces collectivités locales vers nos startups, parce qu'on en a besoin, elles en ont besoin pour redémarrer, et de l'autre côté, investissement privé pour véritablement faire rentrer de l'argent dans les sociétés, pour les aider à grandir, que ce soit en phase d'amorçage, avec des propositions, c'est un peu technique, mais enfin sur l'IRPME notamment, où eh bien, il faut que les particuliers puissent facilement aller contribuer au démarrage des nouvelles sociétés, en ayant des avantages fiscaux pour faire de cette manière. Et ensuite, sur l'investissement plus long terme, ce qu'on appelle late stage aussi, des plus gros montants par des investisseurs professionnels, de manière à tirer tout l'écosystème vers le haut. C'est pas un investissement risqué. Ce qui est très important à comprendre, c'est que nous, ce qu'on demande là, quelque part, c'est un rattrapage par rapport aux 20 dernières années où on a sous-investi dans la tech. Ça, c'est pas un scoop, mais là, ça l'a mis vraiment en évidence. Aujourd'hui, avec la crise qu'on a vécue, on a vraiment vu que on avait quelques outils français, mais enfin, la plupart, oui, et ceux qui marchaient le mieux, étaient quand même très souvent américains. Donc, et en même temps, ce que ça veut dire, c'est que le tiers des emplois créés aux États-Unis, net, des créations nettes d'emplois, sont liés au digital directement ou indirectement. Ce n'est pas un pari risqué, c'est un pari de l'emploi du futur. 94% des emplois créés dans les startups sont des CDI, c'est des emplois qui sont peu délocalisables et surtout c'est une grosse valeur ajoutée pour le pays, pour la suite, et de rayonnement à la fois
d'importance économique, mais aussi d'importance de souveraineté. Alors ça, c'est un autre sujet, mais... Ça, oui, on ira, mais plutôt encore dans quelques minutes. Hier, je recevais Pascal Cagny, qui est le patron notamment de Business France, qui s'occupe des investisseurs, des investissements internationaux ici, puis qui a été 20 ans chez Apple. Lui, il lance un fonds de 80 millions d'euros, et notamment, il disait, en fait, c'est trop tard, on ne va pas rattraper les Google, les machins, etc. Mais en revanche, sur tout ce qui est plateforme, c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir, Frédéric Mazzella, sur tout ce qui est plateforme, là on peut être bon. Et c'est là où ça se joue un peu l'économie numérique de demain. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Les plateformes, c'est très intéressant parce que, mine de rien, c'est pas des investissements colossaux. Oui. Et on peut refaire notre retard. Oui, alors ça n'empêche qu'il faut quand même beaucoup travailler et beaucoup investir. Mais disons que les plateformes, ça a un avantage phénoménal, c'est que ça utilise des réseaux déjà en place. Et donc quand on arrive à faire un produit qui combine bien les atouts, notamment technologiques, mais aussi sociétaux du contexte, eh bien on arrive à s'étendre très rapidement. Donc ça veut dire que en investissant bien au bon endroit sur des bonnes plateformes, c'est des outils qui peuvent aller très vite et rattraper un certain retard effectivement. C'est pas aussi structurant que par exemple d'aller équiper 100% du territoire en haut débit. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et ça c'est des investissements très lourds également, mais c'est ce qui permet justement ensuite aux plateformes de pouvoir aller s'étendre très rapidement. Donc c'est vrai qu'on a une chance. On en a construit quelques-unes des plateformes Made in France. Il n'y en a pas non plus 50. Il y en a quelques-unes. Il y a des Doctolib, des Deezer, des Dailymotion, des Blablacar. Enfin voilà, il y a quelques boîtes comme ça qui ont réussi à construire des plateformes. Quand je parle plateforme, je veux dire aussi concepts et projets qui peuvent partir à l'international et vraiment s'étendre et tirer l'avantage d'être présent de manière globale. Donc on commence à savoir faire. Maintenant, il faut quand même accélérer et il faut investir. Et encore une fois, c'est pas des énormes montants. Non, ce que vous demandez, vous, c'est 10 milliards. C'est extrêmement important pour la suite. Oui, 10 milliards d'investissements publics, mais comment en disant, mais il faut le doubler d'investissements privés. Oui, donc comment ça s'articule? Parce qu'en late stage, quand je dis c'est pas beaucoup, alors évidemment 10 milliards c'est beaucoup, mais aujourd'hui on est dans les centaines de milliards, on ne sait plus où on en est, donc si vous voulez. Voilà, mais donc du coup, ça reste raisonnable 10 milliards. Pour ce qu'on peut quand même qualifier de à la fois industrie du futur et industrie indispensable au futur, pour justement faire en sorte que les sociétés fonctionnent de manière optimale, aller mettre 10 milliards sur le digital, c'est pas trop. Et d'ailleurs et en plus dans les propositions qu'on fait, il y a également toute une section impact. Il y a non seulement c'est une proposition pour favoriser l'emploi et l'emploi durable. 94% encore une fois sont des CDI dans nos startups. Oui, ça ne faut pas l'oublier. Ouais. Et en même temps, on a des possibilités d'aller avoir de l'impact avec le digital. On fait aussi des propositions d'ordre fiscal où on dit, ce serait peut-être pas mal, par exemple, de baisser la TVA sur tous les objets recyclés. Pourquoi? Parce que en fait, on sait que c'est mieux l'économie circulaire en fait pour ce qui nous attend dans le monde d'après avec le réchauffement climatique, avec les changements qu'on voit, dont on voit aujourd'hui les effets. Enfin, c'est pas comme si il y a encore 10 ans on disait ah oui ça va peut-être arriver. Enfin là on le voit, c'est patent. Donc il faut vraiment qu'on agisse là-dessus et le digital a des choses à apporter, l'État a des choses à apporter, les investisseurs privés également. Je pense qu'il va y avoir un refléchage aussi parce que cette petite période nous a permis de prendre du recul sur tout simplement ce qu'est la vie et il va y avoir un refléchage vers des investissements qui font sens dans le durable et dans le digital pour le futur. Le plan européen de 750 milliards d'euros, vous pouvez, il y a une partie qui va être fléchée par la France, a priori ça serait de l'ordre de 40 milliards, donc écologique et numérique aussi, parce qu'il y a une grande ambition sur le numérique. Donc là, vos 10 milliards, ils peuvent venir de là. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on ne s'était pas trop trompé d'ordre de grandeur, puisqu'effectivement, dans le plan européen, on retrouve ce même ordre de grandeur. Nous, on dit 10 milliards privés, 10 milliards publics, bon, ça fait 20 milliards, on parle de 40 milliards, enfin 25 ou 40 milliards suivant les interprétations, mais sur transition écologique et digitale. Donc du coup, on est effectivement dans cet ordre de grandeur-là et je pense que c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on va prendre encore plus de retard et après, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Est-ce que vous êtes pour qu'on fait, parce que justement, c'est un peu tout le débat au niveau écologique, c'est-à-dire on vous donne le prêt pour Air France, le prêt garanti par l'État pour Renault, mais on veut une transformation écologique derrière. Est-ce que vous dites pas, il faudrait aussi demander transition numérique? Exactement, je pense que les contreparties sont très importantes, c'est-à-dire que a priori, quand on vient aider une société, c'est pour aider son futur, aider notre futur, aider la société, faire en sorte que ça se passe bien dans le futur. Que ça se passe bien dans le futur, ça veut dire quoi? Oui, c'est très important, et évidemment qu'on soutient ça, quand il y a un investissement qui est fait, une aide financière très conséquente qui est faite à un Renault, on lui dise
il va falloir faire plus de véhicules électriques. C'est évidemment très important, il va falloir aller contrer Tesla, il va falloir être très fort sur ce domaine-là dans le futur si on veut compter. Oui, c'est très important que quand on va voir Air France et qu'on les aide de 7 milliards, eh bien, on leur dise, par contre, faites la meilleure transition écologique possible, soyez l'acteur exemplaire dans le domaine d'éco-responsabilité. Oui, c'est très important, évidemment, on est 100% pour, et on pense que toutes ces aides qui arrivent devraient également flécher l'argent vers le digital, de manière à ce qu'on puisse compter parmi les nations qui fournissent du vrai digital, encore une fois, pour nos intérêts économiques et pour nos intérêts. Oui, alors ça, c'est faut on va essayer d'être encore plus concret quand même sur ces 10 milliards. D'abord, vous dites qu'il faut les flécher. Qui le 11, c'est qui? C'est au moment où l'aide est attribuée. Enfin, il y a un moment justement, est-ce qu'il faut créer, je sais pas, comme il y a eu la BPI, le BPI de l'innovation, vous voyez concrètement comment ça se traduit? Alors aujourd'hui, la BPI fait un travail excellent sur ce qui est justement de l'accompagnement de l'innovation et du fléchage quelque part de l'argent privé aussi, puisque grâce aux différents labels qui peuvent distribuer, ça va aider les investissements à aller dans la bonne direction. Ça peut être une piste effectivement que ça passe par la BPI pour justement instruire les dossiers d'investissement de manière à ce que l'argent soit donné en contrepartie d'efforts adaptés à l'entreprise à laquelle on s'adresse vers plus de digital. De toute manière, encore une fois, faire le pari du digital, ce n'est pas risqué, c'est juste obligatoire. Donc c'est même plus un pari, c'est une obligation pour mieux fonctionner dans le monde de demain. Oui, mais justement, c'est compliqué pour des chefs d'entreprise qui ne sont pas natifs comme vous. Et encore, vous n'êtes pas forcément natif. C'est compliqué pour tout le monde. Après, c'est aussi amené par les usages et toute la nouvelle génération. Évidemment, on le voit bien. Toute la génération qui arrive dans le monde du travail, là, elle est digitale, elle est née dedans. Donc, pour eux, ce n'est plus une question, c'est juste une obligation. Donc, avec cette nouvelle génération, les choses vont également évoluer. Et donc, après, c'est le rôle justement de tous les chefs d'entreprise de faire évoluer leur structure pour justement être plus attractif vis-à-vis de la jeune génération et également être compatible avec le monde d'après. Et que le monde d'après soit digital et plus responsable, là, c'est plus une question, c'est une évidence. Et donc, du coup, c'est le rôle des chefs d'entreprise de s'adapter à ce monde de demain. Oui, et tiens, une dernière question. Parce que le monde d'après, votre monde d'après, Frédéric Mazzella, il est quand même, je sais que c'est la question que vous n'aimez pas, mais il est quand même très très peu féminin. On voit ce qui se passe. J'essaierai de recevoir celles qui ont amorcé le rapprochement, le Sista, pour essayer de booster les femmes. Comment faire pour booster les femmes dans votre secteur? Céline et Roxane. Oui. Oui, déjà, nous, chez Blablacar, on est plutôt déjà au-dessus de 40% d'effectifs féminins sur la société, et y compris avec un très fort taux de féminisation dans les couches les plus élevées de la société. Donc, en fait, nous, on est quand même dans le très bon sens. Alors que, d'ailleurs, justement, il faut quand même voir le terreau depuis lequel on part. C'est-à-dire que très souvent, les filières scientifiques ne sont pas celles qui amènent le plus de femmes, malheureusement. Mais donc, on va dans le bon sens. Évidemment, ces mouvements-là, Sista ou même Starter au UK, sont extrêmement positifs. Et on les soutient. Merci beaucoup. On voit qu'en tous les cas, les 10 milliards, c'est pas absurde. Enfin, je veux dire, vraiment, il faut le faire. Au contraire, vous avez tout à fait raison. Et j'espère qu'en tous les cas, on va vous suivre de ce point de vue-là. Merci Frédéric Mazzella, qui va donc qui repartira bientôt en trottinette, puisqu'il lance Blabla Ride. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'orage. On se retrouve demain matin 8h15. Lui, il viendra en voiture, forcément en Renault, mais peut-être en Renault électrique, en Zoé. C'est Jean-Dominique Senard qui sera mon invité à 8h15. Et puis, on se retrouve bien sûr dans l'orage 12h-13h. Bonne journée.